Bienvenue dans le débat. La France a un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu. La cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu en début d'après-midi à Matignon. Au même moment, 80 000 policiers et gendarmes sont déployés dans le pays pour faire face à la mobilisation du mouvement Bloquons tout. Des Français sur des ronds-points, des manifestations dans les grandes villes. Sébastien Lecornu succède donc à François Bayrou. On va y arriver, a-t-il lancé dans sa première prise de parole. Il est le troisième Premier ministre nommé depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron le 9 juin 2024. Sébastien Lecornu est un proche du président. Alors on va revenir bien sûr sur son parcours. Avec qui va-t-il gouverner? Quelle sera sa méthode? Dès sa nomination, il est exposé à un mouvement social. Va-t-il en tenir compte? Son urgence, c'est le budget. Peut-il réussir là où ses prédécesseurs ont échoué? On en parle tout de suite avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir ce soir Sylvie Pierre Brossolette avec nous. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Point, journaliste politique depuis longtemps. Merci d'être là. En face de vous, Thibaut Mullier, bonsoir. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université Paris-Nanterre. Bienvenue à vous. Richard Verly est avec nous ce soir. Bonsoir Richard. Bonsoir Stéphanie. Correspondant France-Europe pour Blick, le média suisse. Stéphane Vernet est avec nous ce soir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef délégué de Ouest France et éditorialiste en charge de la politique. Bienvenue également. Avant de parler justement de Sébastien Lecornu et de cette passation de pouvoir et de sa méthode, on va faire un point en images. Ministre d'Emmanuel Macron depuis 2017, Sébastien Lecornu, 39 ans, enfile officiellement ce midi le costume de Premier ministre après la chute de François Bayrou à Matignon. Mon aide et notre aide vous est acquise à tout instant pendant les semaines, les mois qui viendront. Je veux surtout non seulement vous remercier pour cette aide que vous me proposez et que je ne refuse pas et pour cause, mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme, et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond. En nommant Sébastien Lecornu, jusqu'ici ministre des Armées, Emmanuel Macron place l'un de ses plus proches à Matignon. Un homme de confiance, de négociation qui a le sens de l'État, vante le président en privé. Issu de la droite, implanté dans l'Eure, ce fidèle de Bruno Le Maire a gravi une à une les marches du pouvoir jusqu'à celle de Matignon aujourd'hui. Sa loyauté au président, principal atout mais aussi principal handicap, à l'heure où les oppositions rêvent de tourner la page du macronisme. Il n'y aura pas de censure a priori, on va laisser le Premier ministre nous présenter son projet et peut-être même essayer de prendre des mesures du Rassemblement national dans le budget, mais nous ne sommes pas dupes une seconde, un macroniste reste un macroniste. Avec Sébastien Lecornu à Matignon, c'est Emmanuel Macron à Matignon, dénonce les socialistes, qui joue le rapport de force. Ce n'est pas d'une certaine manière à nous d'aller au Premier ministre, c'est au Premier ministre d'aller à nous. Il connaît nos positions, elles ont leur cohérence. Elles sont sérieuses, mais elles sont en effet une rupture nette avec ce qui a été fait depuis des années, mais qui nous a conduits dans l'impasse dans laquelle nous sommes. PS, écologistes, syndicalistes. Depuis hier, Sébastien Lecornu multiplie les échanges téléphoniques et débutera ses consultations cet après-midi avec Renaissance et les Républicains. Il se laisse du temps avant de former son gouvernement. Sylvie Pierre Brossolette, comment le décrire, Sébastien Lecornu? Un proche d'Emmanuel Macron, il a 39 ans, donc là il y a un changement de génération. Vous le voyez différent de Bayrou et de Barnier? Oui, ça certainement, c'est pas la même génération par définition. C'est surtout un politique très habitués au jeu de terrain et au jeu actuel de terrain. Parce que ce qui s'était passé avec Michel Barnier et François Bayrou, c'est qu'on a dit de Michel Barnier que c'était un grand négociateur, mais il n'avait plus été à l'Assemblée depuis des années. Et grand négociateur du Brexit. Bon, il n'était pas seul d'abord. Et ensuite, il ne connaissait pas le personnel politique d'aujourd'hui. Et François Bayrou a fait mentir tout à fait sa légende de consensus. Il est resté sur ses positions. Bon. Alors, Lecornu est connu pour étant quelqu'un qui écoute. Est-ce qu'il négocie? C'est la première fois qu'on va le voir vraiment à l'œuvre. Il est très politique, il est à droite, il est effectivement macroniste, mais il ne se connaissait pas avant 2017. C'est avec Emmanuel Macron. Est venu en mangeant, voilà, oui. Ils se sont beaucoup appréciés. Au moment des débats, c'est ça? Des débats après les Gilets jaunes, etc. Et ils se sont évidemment beaucoup rapprochés au ministère de la Défense, parce que là, évidemment, ils se voient énormément. Alors, est-ce qu'avec
le cornu, la troisième fois sera la bonne, ou est-ce qu'on dit jamais 203, il va tomber aussi? Je crois qu'il y a deux différences par rapport à ses prédécesseurs. C'est que là, le droit de dissolution est revenu dans les mains d'Emmanuel Macron, donc il a un levier de pression sur les socialistes qu'il n'avait pas précédemment. Et ensuite, je crois que le cornu a compris qu'il fallait changer quelque chose sur le fond. Alors, est-ce qu'avec le cornu, Macron acceptera de faire une entaille à sa politique de l'offre? Visiblement, les premiers propos de Le Cornu semblent laisser présager. C'est plus agréable d'avaler une couleuvre peut-être avec un proche qu'avec un semi-adversaire. Donc peut-être qu'il laissera à Le Cornu la liberté qu'il n'a pas laissée aux deux autres. Là, vous faites dans la psychologie, là, effectivement, dans le côté... Non, mais quitte à se résoudre à l'inévitable, autant le faire avec celui qui fera le moins de casse. Parce que quand même, Le Cornu est de droite, il a beau être gaulliste, il est aussi libéral en économie. Donc il fera au minimum de casse possible, mais il y aura sûrement un peu de casse. Il y aura un peu de casse. Stéphane Vernet, il vient de la droite, effectivement, comme l'a dit Sylvie Pierre Brossolette. C'est un proche de Darmanin aussi. Alors, c'est un proche de Darmanin. Moi, je pense que c'est surtout un proche d'Emmanuel Macron. C'est un fidèle parmi les fidèles. Ça a été dit. C'est le seul ministre actuellement en poste qui est ministre sans discontinuer depuis 2017. Il a fait tous les gouvernements successifs à des postes qui ne sont pas inintéressants. Il a été secrétaire d'État à la transition écologique, c'était un gros dossier. Il a été ministre chargé des collectivités locales, donc il a l'habitude de parler avec les élus et il est très apprécié pour ça. Je vous rappelle qu'il a été longtemps maire d'une ville moyenne en Normandie qui s'appelle Vernon. Il a été président du conseil départemental de l'Eure. Dans ses postes ministériaux, il a été ministre chargé des Outre-mer, ce qui compte aussi, c'est pas pour rien, et ministre des Armées. Et en fait, dans tous les postes dans lesquels il est passé, il a fait la démonstration de sa capacité d'écoute, de négociation, notamment autour des armées. Alors, on l'a beaucoup moins vu depuis qu'il est ministre des Armées, parce que la figure tutélaire, celle qui se met en avant, c'est le président de la République sur le dossier. Mais quand même, c'est lui qui a négocié avec les députés et les sénateurs tous les budgets de loi de programmation militaire, ce qui n'était pas une mince affaire. Il faut dire qu'ils étaient en augmentation, c'est quand même plus facile. Non, mais même les insoumis reconnaissent que il a été à l'écoute, il a été bon dans ses négociations. Donc je pense qu'il coche beaucoup de cases intéressantes, Sébastien Lecornu. Par rapport à la question qui est celle du sujet ce soir, est-ce qu'il peut réussir? Moi, j'ai envie de vous dire, il n'a pas le choix. Il faut qu'il réussisse. Il faut qu'il réussisse parce que c'est la dernière cartouche, en fait. Et là, toute la difficulté d'un Sébastien Lecornu aujourd'hui, ça va être sa capacité, en fait, à négocier avec les uns et les autres un budget qui fasse consensus. Oui, et on va y revenir sur cette histoire de budget. Richard, puisque vous êtes le Suisse de ce plateau, comment on le perçoit en Europe? Est-ce que le risque, justement, c'est les Européens se disent, il va subir le même sort que les autres, qu'est-ce que c'est ce qui se passe en France? Il faudra attendre la présidentielle et puis c'est tout. Alors, je dirais qu'il est peu connu des journalistes étrangers présents à Paris, basés à Paris, pour une raison simple, c'est que le ministère de la Défense n'est en général pas mis en avant, donc il est pas dans leur radar. Par contre, il est bien connu en Europe. Pour une raison évidente, c'est qu'à la tête des armées, et dans le contexte de la guerre en Ukraine, il a été souvent à Bruxelles, plutôt aux réunions de l'OTAN qu'à celles de l'Union européenne, et il est quelqu'un qui rassure de ce point de vue-là, parce qu'il est tout à fait en phase avec le discours d'Emmanuel Macron sur la souveraineté européenne, sur l'Europe puissance, etc., etc. Il y a eu toutes ces réunions de la coalition des volontaires auxquelles il a participé, et puis il a eu cette expérience internationale de ces 2 dernières années, il est allé à Washington, les relations avec les Américains, etc. Donc je dirais que c'est un homme qui est perçu comme quelqu'un qui peut diriger un gouvernement, il en a la carrure, il connaît les sujets, il connaît les dossiers. Après, quand vous lisez la presse internationale, mes collègues ne s'y sont pas trompés, c'est bébé Macron. C'est-à-dire c'est le clone, si ce n'est pas le bébé, c'est le clone d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a grandi politiquement en Macronie, c'est quelqu'un qui doit tout à Emmanuel Macron dans sa phase carrière nationale, et c'est quelqu'un qui, dit-on, admire Emmanuel Macron, qui a vis-à-vis d'Emmanuel Macron une posture qui n'est pas du tout, par exemple, la posture critique d'un Gérald Darmanin avec lequel il est assez copain, semble-t-il. Donc Emmanuel Macron a tout de même, il faut le dire,
choisi celui qui est le plus à même de le protéger dans cette fin de mandat qui est extrêmement explosive. Vous savez qu'Emmanuel Macron, il ne pense en réalité qu'à une chose, je crois, c'est son héritage, la place qu'il va laisser comme président. Il n'a pas seulement choisi celui qui sait négocier, il a choisi, je le répète, celui qui va le protéger. Ah oui. Alors Thibault Mullier, justement, 3 premiers ministres, hein, vous qui êtes le constitutionnaliste, le prof de droit du plateau, 3 premiers ministres en moins de 2 ans. Effectivement, il y a cette arme de la dissolution. C'est un record pour la Ve République. Si jamais il l'utilise, s'il ne réussit pas, ça voudra dire quoi? Crise de régime? Oui, avoir 3 premiers ministres en un peu plus d'1 an, enfin non, parce que c'était 8 septembre la nomination de Barnier, donc en pile 1 an, c'est assez inédit. D'autant plus dans un régime où la pratique nous a habitués à une forme de stabilité. Ensuite, il nomme un proche, bon ça a déjà été dit, qui a exercé un portefeuille ministériel pendant 3 ans au ministère des Armées, c'est-à-dire un ministère qui est caractérisé avec le Quai d'Orsay par le fait de rendre compte au président de la République directement, le plus souvent sans passer par Matignon. Donc c'est quelqu'un qui quand même va devoir adopter un rôle beaucoup plus antagoniste avec le président de la République, puisqu'il doit changer de forme et aussi de fond. Et je pense que c'est un gros risque parce que il y a la prérogative de dissolution qui est désormais possible, mais en réalité dans la Constitution, il y a plusieurs modalités, ou en tout cas dans le droit public, il y a plusieurs modalités de sortir d'une crise politique dans laquelle on est. Là, elle est un peu plus calme puisqu'il y a une nomination. C'est de remanier, manifestement, c'est pas une solution, le référendum, la dissolution ou la démission. Et le problème, c'est que pour les trois dernières solutions, c'est une solution qui montre que la compréhension du schéma institutionnel tel qu'il est depuis la dissolution ratée, c'est-à-dire une parlementarisation forcée en raison de la tripartition, est la réalité, mais on a des acteurs qui pratiquent toujours une république, une 5e à la papa, si je puis dire, c'est-à-dire quand on a un problème, c'est le président qui tranche. Oui. La dissolution, c'est faire croire qu'on basculera à nouveau dans un fait majoritaire et la tripartition pourrait se maintenir. Le référendum ou la démission, c'est de dire la solution vient du président, soit en restant et en passant directement par lui, en contournant le Parlement, soit en partant et croyant que l'élection présidentielle pourrait tout régler. Mais la réussite ne dépend pas que de lui. C'est-à-dire que même s'il arrache à Emmanuel Macron le feu vert pour, par exemple, proposer une taxe sur les riches, quelle que soit la formule choisie, il faut encore qu'il la fasse avaler à la droite, à LR. Exactement. Si LR bloque sur quelque impôt que ce soit, le cornu pourra toujours essayer de se mettre en 4, ça coincera. Donc il y a 2 personnes à convaincre, il y a le président de la République à en rabattre, et puis ensuite il y a le PS et LR à tous les 2 les persuader de trouver une formule qui sauve la face des uns comme des autres, parce qu'aucun ne veut d'une dissolution, ni LR ni le PS. Donc ils ont peut-être intérêt les uns et les autres maintenant à trouver quelque chose une concession mutuelle qui fasse qu'on peut laisser passer le budget et à ce moment-là on est tranquille jusqu'à la présidentielle. Mais c'est pas sûr qu'on y arrive et c'est pas toutes les qualités de Le Cornu qui y arriveront. Il a sûrement des grandes qualités, mais quelquefois devant le mur de l'impossible, on ne peut pas le sauter. Et alors, premier mouvement social dans ce pays depuis la rentrée, avec ce bloc en tout, c'était aujourd'hui, donc le jour de la passation de pouvoir. 80 000 policiers et gendarmes qui étaient déployés dans le pays pour faire face à cette mobilisation. On a vu d'ailleurs ces images de CRS face à la mobilisation à Paris, près de la gare du Nord, des Français donc sur des ronds-points un peu partout en France. On va écouter justement quelques réactions de manifestants. Ça fait 8 ans que je suis dans les Gilets jaunes. Donc j'ai fait la première période et je reviens là. On veut nous supprimer des jours fériés, on nous remet en cause la 5e semaine de congés payés. C'est pas acceptable. Les jeunes sont beaucoup dans la galère. Les vieux sont dans la misère. Rien n'a changé. Au contraire, tout s'empire. C'est pas avec un vote, ça sert à rien. Aujourd'hui, on n'est pas écouté. La démocratie, elle n'existe plus. On n'a plus que ce moyen-là. Stéphane Vernet, vous en plus, qui travaillez pour un journal qui est basé en Bretagne, à Rennes, c'était un peu chaud. Enfin, c'était chaud, ça va. C'est là bon. Ouais, il y a une grosse mobilisation, mais c'était attendu et ça n'a pas dégénéré non plus. Oui, 175 000 participants globalement en France. Mais... Pas à Rennes, oui. La manifestation à Rennes a réuni près de 15 000 personnes.
975 000, c'est le chiffre global selon le ministère de l'Intérieur. Est-ce que ça montre quand même une sorte de décalage entre ce qui se passe au niveau du pouvoir et dans la rue? Il y avait quand même une sorte de télescopage d'images aujourd'hui assez intéressante. Oui, alors ce télescopage, en fait, il a été voulu par le président de la République. Moi, je suis très étonné. Je pensais qu'il attendrait que la mobilisation du 10 septembre d'aujourd'hui soit passée avant de nommer son Premier ministre. Je crois qu'en fait, il a considéré qu'il n'y avait pas de... qu'il n'y avait pas de lien, ou que ça le préoccupait pas plus que ça, ou au contraire, peut-être qu'il a jugé il voulait peut-être qu'il n'y ait pas une vacance de pouvoir à ce moment-là. Et de fait, on a les images qui se télescopent, et quelque part, la mobilisation autour de Bloc-Comtoux finalement est plus faible que ce que redoutait probablement François Bayrou, et du coup les images aussi de la passation, etc., de l'arrivée de Sébastien Lecornu, quelque part, je ne peux pas dire qu'elles ont éclipsé les images du mouvement, mais elles sont en concurrence. Voilà. Ceci étant, pourquoi est-ce que le mouvement Bloc-Comtoux est peut-être pas aussi fort que ce qu'on imaginait? C'est qu'en réalité, ça a été dit par un des intervenants qui était dans le petit sujet que vous avez montré juste avant, un des manifestants, le gros point de tension qui a attisé, démultiplié les colères après le 15 juillet, c'était la proposition de supprimer 2 jours fériés. Avec la chute du gouvernement Bayrou et ce qui est en train de se passer, tout le monde a compris qu'il n'y aura pas de suppression de jours fériés. Et c'est une des premières choses que doit annoncer Sébastien Lecornu. S'il veut réussir... Il va y renoncer certainement. Mais il n'a pas le choix, j'ai envie de vous dire. Il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment, au moment de la passation de pouvoir, quand il parle de rupture... Alors, sur la méthode, le coup de la rupture sur la méthode, Emmanuel Macron nous l'a fait à X reprises depuis 2017. Et on a compris que plus il l'annonce et moins il y a de changements. Mais par contre, il dit qu'il faudra aussi qu'il y ait une rupture sur le fond. Et cette rupture sur le fond, si vous voulez, je pense que compte tenu du climat social, de l'état politique, financier de ce pays, je ne vois pas comment Sébastien Lecornu peut faire l'économie de mesures qui vont dans le sens de la justice sociale. Il aura du mal, effectivement, à les négocier ou à se mettre d'accord avec les Républicains autour de ce morceau-là, mais il n'a pas le choix. Parce que sinon, il y aura à nouveau censure, il n'y aura pas de budget, et là, on rentre dans une crise de régime, dans un possible effet boule de neige. Je veux dire, on est au pied du mur, quoi. Donc, Richard Verlier, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il peut redouter justement ce mouvement comme un mouvement des Gilets jaunes? Il doit en tenir compte? D'abord, la grande question, c'est est-ce que ce mouvement va continuer de façon perlée dans les jours prochains jusqu'à la prochaine date de mobilisation sociale qui est le 18 septembre, mais cette fois à l'appel des syndicats, donc quelque chose de beaucoup plus formel. Est-ce qu'on va avoir des foyers comme ça de contestation sociale qui vont demeurer dans un certain nombre de villes? Est-ce que cette nuit, par exemple, va être une nuit chaude dans certaines villes où les manifestants étaient présents? Donc attendons de voir. Deuxième élément, je crois que de toute façon, Sébastien Lecornu doit absolument, puisqu'il a dit qu'il allait se donner du temps, mais il ne peut pas s'en donner non plus énormément. Il y a une urgence budgétaire. Je rappelle que le budget doit arriver, si je ne me trompe pas... Le 7 octobre. Je crois que c'est le 13. Le 15, ça a été reporté au 15. Parce que normalement, il devait être déposé à l'Assemblée. Mais il doit être débattu et voté avant la fin de l'année. Donc il y a bel et bien une urgence budgétaire. Donc ça ne peut pas être très long. Ce qu'il faut que Sébastien Lecornu envoie comme signaux très vite, c'est effectivement, premier signal... Est-il considéré ou considère-t-il un dialogue avec la partie de la gauche social-démocrate comme possible? Et qu'est-ce qu'il leur offre? Donc ça, très vite, on va savoir si oui ou non c'est un dialogue sérieux ou pas. Et puis le deuxième élément, c'est qu'en matière fiscale, taxer les riches, là, il y a des propositions, il y en a plein sur la table, mais il va falloir que, en donnant, c'est pas seulement l'histoire de prendre de l'argent aux riches, c'est démontrer qu'il y a aussi des réformes de l'État. Démontrer qu'au fond, il y a une cohérence budgétaire et que si on demande un effort supplémentaire aux riches, on va quand même trouver un moyen de freiner les dépenses publiques. Ça, c'est obligatoire. Alors là, il faut qu'il donne ces deux signaux. 1, de quoi il discute avec la gauche et est-ce que c'est sérieux? 2, est-ce que vraiment il est décidé à réduire les dépenses publiques? Et c'est ça que les agences de notation, la première va s'exprimer, je crois, vendredi. Les agences de notation, la Commission européenne regarderont de près. C'est sa capacité et sa détermination à remettre l'État français sur les rails de moins de dépenses publiques. Et là, pour le coup, le signal des retraites sera très important.
puisque Absolument. le Parti socialiste, à la demande des syndicats, puisque la CFDT s'était joint à l'intersyndicale réclamant la suspension et l'abrogation même de la réforme des retraites, ils avaient mis ça dans leur programme, de revenir de suspendre pour négocier le retour à 62 ans. Ça, ce genre de choses, il ne peut pas se permettre de le maintenir. Est-ce que le Parti socialiste acceptera de le sacrifier? C'est une des grandes questions. L'histoire de la taxation des plus riches, on a compris presque, j'ai l'impression que même certains industriels et s'y attendent. LR se battra jusqu'au bout, mais surtout en demandant une compensation. Voilà. Donc baisse de dépenses, l'histoire des retraites et peut-être une mesure sur l'immigration. Parce que pour faire avaler à la droite, qui est en concurrence avec le RN, sa, disons, capitulation sur les impôts, il faudra peut-être lui donner une satisfaction idéologique sur l'immigration. Et donc ça, il le sait très bien, Sébastien Lecornu. Donc il y aura peut-être aussi une rupture de ce côté-là. Donc ça sera donnant-donnant. On va écouter justement Olivier Faure, le secrétaire général du PS. C'était ce matin chez nos confrères de France Info. Je ne refuse jamais la discussion. Simplement, je le dis aussi nettement que je dis que j'irai discuter, que si j'ai le sentiment que nous sommes baladés, si la réponse est une réponse qui est une réponse positive, eh bien, j'accompagnerai cette réponse. Si cette réponse est une réponse qui est la même que celle qui est formulée depuis 8 ans, alors je censurerai et donc nous irons vraisemblablement vers une dissolution. Stéphane Vernet, est-ce que le PS est pivot? Parce qu'il y a LR, mais le PS, les 66 députés du PS, il va falloir négocier avec eux. Là, ce qu'avait l'air de dire, parce qu'au départ, il avait envie de devenir Premier ministre, Olivier Faure. Bon, donc, oui, clairement, mais si vous voulez, le délai, le fait que la nomination a été le temps de latence a été très très court montre qu'en fait, Emmanuel Macron n'a jamais eu l'intention de le nommer. Même pas étudier l'option. Je pense que il l'a appelé, ce que disait Olivier Faure. Pour lui dire que c'était pas lui. Non, mais il l'a appelé aussi un peu avant, histoire de le balader. Ils ne se sont pas parlé. Ils n'ont eu aucun contact. Enfin, j'ai vu Olivier Faure en fin de semaine. Je lui ai posé la question. Il n'a eu aucun contact avec le président de la République. Aucun. Sauf le coup de fil qu'il lui a dit, quand il lui a dit c'était pas toi, ça sera Sébastien Lecornu. En fait, ça montre bien que l'option n'était pas sur la table. Je pense qu'en fait, Emmanuel Macron préparait la nomination de Sébastien Lecornu depuis un moment. Mais dès Brégançon. Moi, je date possible. ça de ce moment-là, parce qu'ils se sont vus en plus avec Lecornu et le président à Brégançon. Avant même que, d'ailleurs, François Bayrou arrive avec sa proposition de question de confiance. Mais là, je pense que quand il lui a proposé ça, Emmanuel Macron s'est dit, bon, écoute, deux choses l'une, ou ça marche, et tant mieux pour tout le monde, ou ça marche pas, je suis débarrassé de Macron, et enfin, je nomme mon Lecornu. Et donc, je pense qu'il n'y a jamais eu d'hésitation dans son esprit. Cette devait être Lecornu, et qui préparait d'ailleurs son cabinet il y a quelques jours, c'était dans les tuyaux. On le subodorait, on ne pouvait pas en être certaine, ou certain, mais ça a fini comme ça devait commencer. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il y a une demande de changement de politique dans le pays qui a été exprimée à de multiples reprises. On l'a vu dans différents épisodes très ciblés, la réforme des retraites, enfin bon, voilà, les législatives. Il y a toute une partie de la population qui a le sentiment qu'elle vote, elle manifeste, elle s'exprime, etc. Et en fait, elle n'est pas entendue, ce qui a été dit, parce qu'à la fin, le président de la République suit la politique qu'il a décidé de suivre sans écouter. Et ça accélère la défiance encore à l'égard des politiques aussi. Ça accélère plein de choses. Je vous rappelle que le mouvement du 10 septembre, c'est aussi on veut plus de partis, on veut plus de syndicats. Donc c'est aussi une forme d'expression de cette défiance. Et donc il y a un moment, encore une fois, je pense que Sébastien Lecornu va être obligé de montrer, quand il parle de rupture sur le fond, il va être obligé de montrer qu'il est en capacité de faire un certain nombre de changements et de mouvements par rapport à un certain nombre de totems qui ont été ceux de la politique présidentielle depuis 2017 et qu'il est vraiment en capacité de changer. Il est identifié aujourd'hui comme une espèce de clone très fidèle du président de la République. La vraie question, c'est qu'il a besoin d'incarner cette rupture en prenant des décisions assez fortes. Quelle est sa marge de manœuvre réelle? Est-ce que le président de la République le laissera vraiment négocier un certain nombre de choses, notamment avec la gauche, pour échapper à la censure? Parce qu'aujourd'hui, on comprend bien que vous avez les Républicains qui demandent, qui sont d'accord pour rester dans le socle commun à la condition de négocier un accord de gouvernement. Donc, il n'y aura pas de participation de la gauche à son gouvernement. Par contre, il faut quand même qu'il cède un certain nombre de choses, au moins aux socialistes, potentiellement aux écologistes, etc., pour qu'ils puissent faire passer son budget.
Donc ça veut dire un accord, pour revenir sur ce budget, un accord, Sylvie-Pierre Brossolette, qui donnerait un petit peu aux socialistes, par exemple, sur la taxation des patrimoines, éventuellement. Mais est-ce que ce n'est pas une ligne rouge pour Emmanuel Macron, déjà, cette taxe Zuckman, donc, qui vise à taxer à hauteur de 2% les patrimoines de plus de 100 millions? Ça ne sera sûrement pas la taxe Zuckman telle qu'elle est proposée, parce qu'elle paraît un petit peu extravagante. En tout cas, il y a un point d'interrogation constitutionnel dessus. Et d'ailleurs, beaucoup d'économistes contestent même que, sous cette forme-là, elle puisse rapporter ce qui est prévu. 15 milliards. Voilà, mais il y en a qui disent non, ça fera que 5 milliards à la fin. Oui, Philippe Aguillon, il y a un débat pense que ça fera mal au cœur à Emmanuel Macron. Et on peut le comprendre, lui, il a une logique économique, c'est pas juste pour protéger les riches, Il a une logique de politique de l'offre. C'est une politique de l'offre, et c'est vrai qu'on serait le seul pays en Europe, à part l'Espagne, d'avoir de nouveau un impôt sur les patrimoines. Ce qui était envisagé, c'était un impôt sur la suroptimisation fiscale qui me paraissait plus compréhensible et plus efficace économiquement, parce que des dividendes qui dorment dans des holdings et qui sont absolument pas taxés, ça me paraît vraiment, effectivement, même aux États-Unis, on les taxe à 20%. Ça serait peut-être une piste, d'ailleurs, et peut-être que c'est cette piste qu'il va prendre. Je ne sais pas ce qu'il va prendre, mais il va essayer de trouver la parade la plus économique possible de ce type de mesure. Donc il sortira de cette ligne rouge, on n'augmente pas les impôts. Son discours, le discours d'Emmanuel Macron depuis le début, quand même, on reste sur la politique de l'offre, on ne taxe pas le capital. Mais non, sauf que le budget de Bayrou, on augmentait les impôts. En gelant les tranches, ça faisait mécaniquement augmenter les impôts de toutes les classes moyennes. Il y avait déjà eu un accroc. C'est plutôt, effectivement, on fait tomber le tabou de la politique de l'offre pure et parfaite. Enfin, je veux dire, il y a un moment où nécessité fait loi. Hein. Il devrait pouvoir le faire. Il me semble que ça sera dans la table de négociation. Et sur LR, Richard Verly, LR, c'est effectivement baisse des dépenses publiques, peut-être un projet de loi, une loi sur la sécurité, sur l'immigration. Est-ce qu'il pourrait dire, vous nous faites une loi sur la sécurité et en échange, on accepte une certaine solidarité, oui. Ça va se passer comme ça Oui, mon impression, c'est que c'est plus facile avec la droite, parce que je dirais, si Sébastien Lecornu obtient sur un programme donné l'accord du patronat. Je parle bien du patronat, pas de la droite parlementaire. C'est-à-dire si, au fond, des mesures symboliques, y compris peut-être une taxation des riches, est adoubée par le MEDEF parce qu'il y a en contrepartie des mesures... Vous pensez qu'il pourrait être adoubé? Moi, je pense que l'obsession des patrons en ce moment, c'est de sortir des patrons au sens large et du MEDEF qui les représente, c'est de sortir du marasme actuel. Le marasme actuel, cette incertitude, elle pèse sur toutes les entreprises à tous les niveaux. Il leur faut, je dirais, l'assurance ou la quasi-assurance que ça va aller jusqu'à fin 2027, parce que 2027, c'est 1 an et demi. Et donc, pour obtenir ça, ils sont sans doute prêts à négocier les choses. Une fois que le patronat aura dit « top là », à Sébastien Lecornu sur des mesures, je pense que la droite se ralliera, parce que la droite, elle est dans une position où elle est au gouvernement, pour l'instant elle veut y rester, et son intérêt objectif, c'est d'avoir un projet, un programme, un budget qui reste pro-entreprise. Donc là, on va voir, moi je suis aussi très curieux de voir qui il va rencontrer en premier. Est-ce qu'il va aussi aller voir, par exemple, le patron du MEDEF? Parce qu'il y a des choses on se concentre vraiment sur ce que François Bayrou n'a pas fait sur le champ politique. C'est-à-dire pour cet été gâché où il n'a pas vu les responsables politiques. Mais il a vu quasiment personne, François Bayrou, et je vous signale que le conclave sur les retraites, il l'a torpillé lui-même. Donc il s'était mis à dos. Il avait quand même réussi, François Bayrou, cette prouesse de se mettre à dos les patrons, les syndicats, oui. Les partis politiques. C'est les patrons qui ont torpillé le conclave, parce qu'ils n'ont pas voulu de la mesure pénibilité, c'est eux qui ont baissé le pouce. Hein. Là, ils ont vraiment pas aidé. Je pense que lui n'a pas aidé quand il a dit qu'il était rigide sur les objectifs, le cadrage budgétaire. Oui. Il n'a pas aidé. Le Premier ministre, l'ancien Premier ministre. Ça fait beaucoup de négociations. Le tripartisme, Thibault Mulliez, est-ce qu'il va s'installer durablement en France ou la 5e? Parce que finalement, c'est lui qui est un peu à l'origine de cette crise aussi. Alors, en tout cas, la fin du bipartisme, oui. Est-ce que ça va se maintenir en tripartisme ou ça va être encore plus éclaté? On est quand même sur 11 groupes parlementaires, hein, ce qui est inédit sous la Ve République. Ça, c'est encore à voir. Mais quand on regarde sur un temps plus long, c'est-à-dire même antérieur à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, dans les travaux des collègues, on constate qu'en réalité, l'alternance et le bipartisme assez confortable, finalement, entre la gauche et la droite, était en train de s'user. Emmanuel Macron arrive à un moment où cette usure est
déjà acté. On le voit quand même, il y a des signaux avec un seul quinquennat pour Nicolas Sarkozy et pour François Hollande. Et ensuite, eh bien, Emmanuel Macron détruit, met un terme, son arrivée en tout cas, met un terme à cette alternance et à la puissance de ces deux partis de gouvernement. Maintenant, c'est 66 députés et 49 députés, donc ils ne pèsent pas grand-chose, en tout cas numériquement. Et surtout, on constate qu'en réalité, eh bien, on a 3 blocs qui... Peut-être ce ne sera pas 3 blocs à terme, mais qui représentent manifestement plutôt bien les considérations ou les positionnements de l'opinion publique. Oui, mais du coup, on n'a plus de fait majoritaire, et ça, c'était pratique. On n'a pas fait de majoritaire, mais c'est pratique parce qu'en France, on est biberonné à cette croyance que le fait majoritaire, c'est quelque chose d'immuable, ça permettait de gouverner plus facilement. Ça permettait de gouverner plus facilement, mais dans l'histoire de la République, ça apparaît en 62, c'est pas prévu par le droit, c'est un miracle pour les gaullistes, en vérité, et surtout, même les gaullistes, je pense à Michel Debré, qui vous dit, la France ne pourra jamais avoir de majorité stable, et donc il faut prévoir des mécanismes constitutionnels de discipline pour faire passer notamment des budgets. Et là, on n'a plus le fait majoritaire. On a des dispositifs constitutionnels qui ne fonctionnent pas, ou en tout cas le 49 alinéa 3 est quelque chose qui est difficile. Et maintenant, on sait depuis, grâce à Emmanuel Macron, c'est vous dire quand même la prouesse avec sa dissolution ratée, on sait qu'en France, même avec les contraintes constitutionnelles qui sont les nôtres, eh bien on sait qu'on peut censurer un gouvernement. Et donc on rentre à marche forcée dans une parlementarisation du régime, alors que les acteurs ne sont pas prêts à cela, ils ont la présidentielle en ligne de mire, et surtout, ils ne savent pas faire du compromis, parce qu'ils n'ont pas été habitués à cela. Mais ce qu'on voit, c'est la paralysie. C'est la paralysie, et il faudra du temps. Et donc là, en fait, en réalité, Monsieur Lecornu a sans doute beaucoup de qualités, mais il faut du temps, et il faut surtout des acteurs prêts à le faire. On ne peut pas avoir une vision centrée sur quelques acteurs. Surtout si ça commence à devenir structurel. Surtout parce que, encore une fois, on est dans un régime parlementaire. Le gouvernement, le président, il est bien beau, il est bien puissant sous la 5e, mais il a besoin d'un appui de la majorité, un appui au Parlement pour avancer. Sinon, vous pouvez être le Mozart de ce que vous voulez sur le plan politique ou constitutionnel, ça ne marchera pas. Sylvie Pierre-Brossolette. Le problème, c'est qu'il y a un de ces constituants du tripartisme qui ne veut pas faire d'alliance avec qui que ce soit d'autre, ou personne surtout ne veut faire d'alliance avec eux. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Donc le Rassemblement national est encore un parti avec qui on ne négocie pas. Vous le mettriez dans un autre pays, il y aurait un parti d'extrême droite à 35%. Est-ce que les autres voudraient vraiment faire alliance avec lui? Ça, c'est un pas idéologique, un tabou, qui commence d'ailleurs à être vaguement levé par Wauquiez, parce qu'on voit bien que la logique, au bout du compte, si on continue à avoir un Rassemblement national à 35%, aucun des deux autres, ils seront obligés de gouverner complètement ensemble. Alors évidemment, ça sera l'UMPS, ça sera catastrophique. Ça fera des compromis. C'est pas possible. Donc, ça fera des compromis. Oui, mais c'est pas très sain non plus. Ce sera toujours avec les mêmes tout le temps. C'est une vision franco-française. Dans les systèmes parlementaires européens, c'est la normalité. On peut le déplorer parce que ça dépolitise. Mais il faut. Laissez-moi, mais il faut compléter pour le faire, qu'il y ait la proportionnelle, qui en plus détache. Ça peut être une solution. Voilà, et qu'il y ait la constatation ultime qu'à la prochaine présidentielle, ça ne réglera rien. Si après une prochaine présidentielle, le nouveau président élu n'a toujours pas de majorité, là, on pourra dire que c'est fini et qu'il faut arriver à une proportionnelle et négocier dans un régime qui deviendra beaucoup plus semi-parlementaire que semi-présidentiel. Mais pour l'instant, ils ont tous l'espoir qu'on va revenir à la bonne vieille 5e. Qui est pour la 6e République, a une lecture ils sont encore dans cette illusion-là. Parce qu'ils se disent, avec l'élection présidentielle, l'Assemblée ensuite sera dissoute et là, les élections législatives juste derrière vont donner la même couleur que celle du président. Ce qui est quand même, on n'en est quand même pas sûr à ce stade. On va le dire, je vais le dire de manière très prosaïque, ils se plantent complètement et vous l'avez très bien expliqué. En fait, l'évolution de la société vers un tripartisme, une division en 3 blocs, elle a précédé l'arrivée d'Emmanuel Macron. C'est pas lui qui l'a créée en fait. Et elle va lui survivre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il est très possible qu'en 2027 ou peut-être même avant, s'il se passe on est une élection présidentielle qui donne à nouveau, avec le système tel qu'il existe, qui donne un président de la République qui n'aura à nouveau pas de majorité absolue.
à l'Assemblée nationale. Et là, on se rendra compte que c'est pas. Vous savez, le président de la République. Donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être qu'ils se mettent d'accord cette fois déjà pour montrer l'exemple un peu. Ils sont pas prêts, c'est pas notre culture, et ils sont persuadés qu'on va revenir à un système dans lequel les équilibres vont se rétablir. Ils ont tort. Et le problème, c'est qu'en attendant, si vous voulez, en plus, tout ce télescope avec la proximité de l'élection présidentielle, chacun a son agenda, chacun a ses objectifs, ce qui explique aussi le fait qu'ils sont incapables de s'entendre politiquement. Et le problème, c'est que ça nous met dans une situation collective au niveau du pays, ça nous met quand même en grande difficulté. Donc oui, on est vraiment dans une crise de régime, là, enfin quelque chose qui s'installe, c'est bien structurel, ce fait. On n'est pas loin, c'est-à-dire que si Sébastien, c'est pour ça que Sébastien Lecornu est condamné à réussir, c'est-à-dire que s'il n'arrive pas à faire en sorte qu'on ait un budget pour la France avant la fin de l'année, là, on va vraiment avoir des problèmes. Il est possible aussi qu'il réussisse. Il faut quand même garder espoir dans l'intelligence collective, notamment de la classe politique et de ceux qui nous représentent, nos élus aujourd'hui. Ils ont quand même tout intérêt à ce que, effectivement, le pays se dote d'un budget pour 2026. Après, moi, je vous parie qu'il est très possible que le président de la République soit effectivement obligé de dissoudre à nouveau, parce que il y a les municipales et après, on sera dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Donc il faut passer le budget. Je termine avec ça. La blague, c'est qu'imaginez qu'il y ait une dissolution, etc., et qu'on se retrouve avec le même type d'assemblée, sauf que vous avez... Ce que disent tous les sondages, avec une poussée de RN et peut-être une poussée du PS. Pas de majorité absolue et 3 blocs irréconciliables, et que derrière, vous ayez la présidentielle de 2027, mais le futur président ou la présidente de la République en 2027, il se retrouvera avec une assemblée inutilisable, inopérationnelle, et il ne pourra pas la dissoudre, puisque de toute façon la Constitution prévoit qu'il faut 1 an entre chaque dissolution minimum. Donc condamné au compromis, Richard Verly. C'est aussi ça la Ve République, ça veut dire que les partis vont devoir changer de mentalité, peut-être passer une loi sur la proportionnelle pour que ce soit pour aller plus justement vers plus de représentativité. Oui, alors après aussi la question du scrutin, c'est la Ve République d'aujourd'hui, c'est effectivement une obligation impérative de compromis. On peut même resserrer un peu le tir. C'est une obligation de compromis entre le Parti socialiste et la droite traditionnelle. Parce que le camp centriste, il est acquis. Il va suivre ce que va proposer Sébastien Lecornu, plus ou moins, même plutôt plus que moins. Il faut trouver des mesures, on l'a dit, qui permettent aux socialistes et à la droite que j'appelle traditionnelle, c'est-à-dire les républicains, de dire l'un et l'autre, oui, on soutient ou oui, on ne censure pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Après, est-ce que ça tient au-delà d'un budget 2026 ? D'abord, est-ce que ça marche pour le budget 2026 ? Parce qu'on pourrait terminer l'année sans budget. Est-ce que ça tient au-delà de... possible, hein. C'est difficile. C'est-à-dire qu'on se retrouverait avec le budget de l'année dernière. Avec les marchés. Pour le coup, vous affolez les marchés. Pour le coup, vous affolez les marchés. Et puis, il y a aussi cette pression-là. Il y a 2027. Alors après... mais vous savez, c'est là où avoir un petit peu de recul européen, des fois, conduit à être terriblement naïf. Je me dis que l'un et l'autre de ces partis que j'ai cités, les Républicains d'un côté, le Parti Socialiste de l'autre, qui tous les deux ont des visées évidemment présidentielles, surtout du côté des Républicains, ils ont aussi intérêt, vis-à-vis de leurs électeurs, à apparaître comme des partis qui ont œuvré à la stabilité budgétaire de la France et qui n'ont pas détérioré le standing international de la France. Parce que si ils se chamaillent. S'ils refusent le budget, qui va en tirer profit ? C'est évidemment le Rassemblement national qui dirait, voilà, ils n'ont pas été capables de gérer ces partis qui prétendent être des partis de gouvernement. Richard, en même temps, ils se disent aussi, si Olivier Faure met trop d'eau dans son vin, il se dit qu'il va se faire laminer par Mélenchon qui dira social traître, il est allé faire la collusion avec Macron. Et si Retailleau accepte des impôts, etc., il y aura Marine Le Pen ou Bordella qui disent, vous voyez, il est socialiste, c'est l'UMPS, et il se fera laminer à la présidentielle. Donc c'est entre deux inconvénients, ils vont devoir choisir. Ou ils ont l'air irresponsables, ou ils ont l'air de traîtres. Entre les deux, c'est pas facile. Pas facile. Est-ce qu'il faut passer à une 6e République ? Je me prononcerai pas là-dessus. Projet je pense que la cinquième, la Constitution a beaucoup de souplesse, mais on vit dans un pays où on croit que la solution est dans la Constitution. Alors c'est vrai que la 5e, elle a beaucoup l'avantage de la souplesse, donc on a tenu quand même 70 ans avec des configurations très, très différentes. À la cohabitation, dans les années 70, c'est si elle arrive un jour, on est foutu. Et finalement, ça a tenu. Mais en tous les cas, il faudra un débat, et peut-être que la présidentielle pourrait le mettre en
en avant sur la puissance du président de la République, mais aussi sur la question démocratique. Il y a une forte verticalité, la nomination de Lecornu le montre, encore une fois, il y a une forte verticalité alors qu'il y a une demande qui est étayée, qui est démontrée dans les travaux. Plus de participation. Plus de participation et un peu plus d'horizontalité. Et ça, on peut le modifier en partie dans les pratiques. Après, il y aura peut-être des révisions constitutionnelles ou en tout cas... Ça veut dire modifier le mode de scrutin, justement, avec la proportionnelle. Une solution, mais aussi institutionnaliser le système des conventions citoyennes, qui est pour l'instant le fait du prince. Mais on pourrait envisager ce genre de choses sans idéaliser. Là, la Constitution le permet sans problème, a priori. C'est pas qu'elle le permet, c'est qu'elle ne le prévoit pas. Donc le législateur, c'est le Parlement. Et donc, si vous avez une convention citoyenne, il faut toujours une traduction. Donc, il y a toujours un choc entre la démocratie représentative et participative. En même temps, les Français adorent élire un roi. L'élection au suffrage universel, c'est quand même leur élection. C'est la seule qu'on entend souvent. Mais c'est pas, je pense que ce n'est pas la faute des institutions si on a un blocage, c'est la faute du personnel politique qui a été lamentable depuis plusieurs élections à promettre la Lune et à ne jamais la tenir, ce qui fait que les gens sont désespérés et ça nourrit le Rassemblement national et cette tripartition. C'est la faute du personnel politique beaucoup plus que celle des institutions. Stéphane Vernet, on a peut-être besoin d'une réforme de la Constitution. Elle est très robuste aussi, cette Constitution. Il y a des angles morts, on le voit bien. Moi, je suis la proportionnelle, je ne suis pas sûr que ce soit la formule magique qui résout tout, puisque de toute façon, en fait, aujourd'hui, avec le mode de scrutin qu'on a, on a une représentation... Déjà l'éparpillement. Oui, on a, voilà. Alors, mais par contre, il y a peut-être dans une réforme constitutionnelle, il y a un élément qui pourrait être intéressant, c'est le système à l'allemande avec la censure constructive. Oui. C'est-à-dire qu'en Allemagne, vous pouvez faire tomber un gouvernement à la condition sine qua non que vous ayez que vous ayez déjà préparé une autre coalition et que vous ayez déjà préparé une coalition et que vous ayez un autre chancelier à proposer. Si on avait ce type de système chez nous, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. Très différent pour le coup le système. Le problème, c'est que ça donnerait plus de force à un gouvernement et la constitution de la 5e est caractérisée par une puissance de l'exécutif. Ça obligerait les parlementaires à se mettre d'accord et à créer des coalitions. Système proportionnel, c'est plus la pratique que les textes, parce que l'article 21, ça donne le pouvoir au gouvernement. Et le président n'a eu de pouvoir que parce qu'en 62, on a fait l'élection au suffrage universel, donc en pratique, il est devenu le vrai patron. Mais le texte de la Constitution permet du parlementarisme. Et parce qu'on entretient ses croyances. Nos élites dans leurs écoles de formation, le seul avantage de M. Lecornu, c'est qu'il a fait ses études à l'université et pas dans les écoles de pouvoir. Ça l'aidera peut-être, mais c'est un professionnel de la politique. Il a commencé à 20 ans la politique. Donc on va voir de droite. On va voir s'il va réussir à sortir du carcan ainsi que tous les autres. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. À Sylvie-Pierre Brossolette, merci Thibaut Mullier, Richard Verly, Stéphane Vernet. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez le débat sur les réseaux sociaux et je vous dis à demain.